Après notre divorce, j'ai porté son enfant en secret jusqu'au jour où j'ai commencé le travail et où le médecin a baissé son masque. J'ai oublié comment respirer. Le médecin a abaissé son masque et j'ai vu le visage de mon ex-mari qui me fixait. J'étais en pleine contraction et les jambes dans les étriers, ma blouse d'hôpital trempée de sueur et de liquide amniotique. Les néons étaient trop brillants. Quelqu'un me disait de respirer. Et là, il y avait Ethan, le docteur Ethan Chen, l'homme qui m'avait remis les papiers du divorce 8 mois plus tôt, alors que j'étais en train de glacer le gâteau d'anniversaire de sa mère. Chloé, sa voix s'est brisée comme du verre. La contraction a atteint son paroxysme. J'ai hurlé, broyant la main de l'infirmière. Quand j'ai pu respirer à nouveau, quand la douleur incandescente a reflué pour devenir une agonie gérable, je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Ses yeux étaient les mêmes marron foncé, le genre d'yeux que je trouvais autrefois magnifiques. Maintenant, il me rappelait simplement chaque fois qu'il avait détourné le regard quand sa mère me critiquait. « Vous vous connaissez tous les deux ?» a demandé l'infirmière, Linda. Son badge indiquait Linda Kowalski, infirmière autorisée. Elle nous regardait tour à tour. Nous étions mariés, ai-je dit les dents serrées, une autre contraction se préparant, jusqu'à ce qu'il me remette les papiers du divorce alors que j'organisais la fête pour les 65 ans de sa mère. Ethan a pâli, manquant de vaciller sur ses pieds. « Je ne savais pas que tu étais, » a-t-il commencé. « Enceinte, ai-je terminé. »« Ouais, je l'ai découvert 3 jours après ton départ. » C'est drôle comme les choses tournent. La contraction m'a frappé comme un train de marchandises. J'ai hurlé de nouveau, sentant mon corps se fendre en deux. Ethan a fait un pas en avant, par pur instinct. Sa formation professionnelle prenait le dessus sur la catastrophe personnelle, mais ses mains tremblaient. Je pouvais les voir trembler alors qu'il vérifiait les moniteurs, alors qu'il m'examinait avec ce genre de détachement clinique qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu ne me l'as pas dit ?» a-t-il chuchoté. « Tu n'as pas demandé ?» ai-je rétorqué. « Tu étais trop occupé avec Mélissa de ton programme d'internat. » Les sourcils de Linda se sont haussés. Elle a regardé Ethan avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. « Ce n'était pas » a commencé Ethan. « Assez, les jeux interrompus. Accouche mon bébé et sors de ma vie pour de bon. » 8 mois plus tôt, j'étais marié à Ethan Chen depuis 3 ans, 2 mois et 14 jours quand il a tout détruit. Nous nous étions rencontrés à l'université du Connecticut. J'étudiais le graphisme, il était en pré-médecine. Nous nous sommes rencontrés dans un café, le genre de rencontre mignonne qui appartient au film, pas à la vraie vie. Il avait renversé son latte sur mon carnet de croquis, s'était excusé abondamment, m'avait acheté un nouveau café et un nouveau carnet, et m'avait demandé mon numéro. 6 mois plus tard, nous étions inséparables. 2 ans après, il me demandait en mariage. Sa mère a pleuré lors de la fête de fiançailles, des larmes de joie. Je pensais m'être trompé sur beaucoup de choses. Madame Hélène Chen était une force de la nature, 64 ans, professeure retraitée de biologie moléculaire, et veuve depuis 12 ans. Son mari, le père d'Ethan, était mort d'une crise cardiaque quand Ethan avait 15 ans. Ethan était son fils unique, son monde entier. Elle l'a fait savoir très clairement lors de notre mariage. « Tu as de la chance de l'avoir », m'a-t-elle dit pendant la danse mère-fils. Ethan aurait pu avoir n'importe qui. Il t'a choisi. J'ai souri, j'ai hoché la tête et je me suis dit qu'elle était juste protectrice. La première année de mariage s'est bien passée, très bien, même. Ethan faisait son internat à l'hôpital de Hartford. Des horaires épuisants, des gardes de 24 heures, mais quand il rentrait à la maison, il était à moi. Nous avions un petit appartement à rien d'extravagant, mais c'était le nôtre jusqu'à ce que Madame Chen décide que ce n'était pas assez bien. « Vous ne pouvez pas élever une famille dans ce quartier », a-t-elle annoncé un dimanche au dîner. « Je vous achète une maison. »« Maman, on est bien ici », a commencé Ethan. « Baliverne. J'ai déjà fait une offre sur une magnifique maison coloniale à West Hartford. 4 chambres, un excellent district scolaire. » J'ai regardé Ethan, attendant qu'il s'y oppose. Il ne l'a pas fait. « C'est très généreux, » ai-je dit prudemment, mais nous aimerions choisir notre propre maison quand nous serons prêts. Madame Chen a souri, le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. « Chloé, ma chère, j'essaie d'aider. À moins que tu ne préfères galérer. » Nous ne galérons pas. Tu travailles dans une agence de design et tu gagnes 45 000 $ par an. Le salaire d'interne d'Ethan suffit à peine à couvrir ses prêts étudiants.
Accepte l'aide quand on te l'offre. Elle a acheté la maison, l'a mise à son nom et nous a laissé y vivre sans loyer. Cela aurait dû être un cadeau, mais c'était une laisse. Madame Chen avait un double des clés. Elle s'en servait 2 fois par semaine, au minimum. Elle entrait pendant que nous étions au travail, réarrangeait les choses et laissait des notes, la cuisine était dégoûtante. Je l'ai nettoyée. De rien. Ces rideaux sont affreux. J'en ai commandé de nouveaux. Ils arriveront mardi. Le plat préféré d'Ethan est le poulet kung pao. La recette est sur le comptoir. Essaie de bien le faire cette fois. J'ai essayé d'en parler à Ethan. Elle essaie juste d'aider, disait-il. Elle contrôle notre foyer. Elle nous a acheté la maison, Chloé. La moindre des choses est d'être reconnaissant. Je ne lui ai pas demandé de nous acheter une maison. C'est ma mère. Elle part d'une bonne intention. Cette phrase, elle part d'une bonne intention, je l'ai entendue tellement de fois que j'ai fini par la détester. Quand Madame Chen a redécoré notre chambre sans demander, remplaçant ma literie bleu marine par des imprimés floraux qu'elle avait choisis, j'ai fini par craquer. C'était lors d'un dîner dominical chez elle. Elle imposait cela chaque semaine, présence obligatoire. Elle parlait de la chambre, disant à quel point elle était plus belle maintenant, et affirmant que je n'avais clairement aucun goût en design d'intérieur. Hélène, ai-je dit d'une voix ferme, je veux que vous arrêtiez de redécorer notre maison sans permission. La table est devenue silencieuse. Madame Chen a posé sa fourchette. Pardon? La maison. J'apprécie tout ce que vous avez fait, mais c'est notre foyer. J'aimerais prendre les décisions concernant son apparence. Notre foyer. Elle a haussé un sourcil. C'est moi qui l'ai payé, et c'est nous qui y vivons. Chloé? Ethan a posé sa main sur mon bras. Je me suis dégagé. Non, je pose une limite. Ta mère ne peut pas continuer à entrer chez nous et à changer les choses sans nous demander d'abord. Elle essaie d'aider, a répété Ethan. Je n'ai pas besoin de ce genre d'aide. Nous avons besoin d'intimité. Nous avons besoin d'autonomie. Nous avons besoin de respect. Madame Chen a interrompu, c'est culotté de la part de quelqu'un qui a épousé mon fils pour la sécurité financière. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. J'ai épousé Ethan parce que je l'aime. Alors prouve-le. Soutiens sa carrière. Tiens ta maison propre. Montre de la gratitude. Je me suis levé. Je rentre à la maison. Chloé, assieds-toi, a sifflé Ethan. Non. Je suis rentré seul, je me suis assise dans notre chambre aux motifs floraux et j'ai pleuré. Ethan est rentré 3 heures plus tard. Je l'ai entendu dans le salon au téléphone. Je sais, maman. Je sais. Elle a été irrespectueuse. Je vais m'en occuper. Mon cœur a sombré. Le lendemain matin, il m'a réveillé tôt. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Je me suis redressé et j'ai remarqué la chemise cartonnée dans ses mains. Qu'est-ce que c'est? Il me l'a tendu. Les papiers du divorce. J'ai fixé les documents, sa signature déjà apposée en bas, et la date du matin même. Tu es sérieux, ai-je chuchoté. Ma mère pense que c'est mieux ainsi. Ta mère pense. Je ne pouvais pas finir. Je ne pouvais plus respirer. Elle a été patiente, Chloé. Nous l'avons tous les deux été. Mais tu ne t'intègres pas dans cette famille comme nous l'espérions. Tu es combative, irrespectueuse et tu refuses les compromis. J'ai demandé à ce qu'elle arrête de redécorer notre chambre. Tu l'as embarrassée dans sa propre maison, lors d'un dîner de famille. Alors, tu divorces? Ça ne marche pas. Tu divorces parce que ta mère te l'a dit. Il a détourné le regard. Je déménage aujourd'hui. Tu peux rester dans la maison pendant 30 jours. Ensuite, il faudra la mettre en vente. J'ai signé les papiers cet après-midi-là. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? L'avocat Joseph Brennan, 57 ans, spécialiste du droit de la famille, m'a tout expliqué, la communauté de biens, la division des actifs, et le fait que je n'avais aucun droit sur la maison parce qu'elle était au nom d'Hélène Chen. C'est un dossier assez simple, a dit Brennan. Pas d'enfant, pas d'actifs majeurs. Vous partirez avec votre voiture et vos effets personnels. C'est tout. Vous avez été mariés moins de 4 ans.
Le Connecticut n'est pas un état de communauté de biens purs. Ce que vous avez apporté, vous le reprenez. Je suis parti avec ma Honda Civic, mon ordinateur portable et ma dignité brisée. J'ai appris que j'étais enceinte un mardi 3 jours après le départ d'Ethan et 10 jours après qu'il m'ait remis les papiers. Je ne me sentais pas bien, nausée et épuisement, mais j'ai mis ça sur le compte du stress. Mon amie Amanda Reeves, 29 ans, graphiste et ma meilleure amie au travail, m'a traîné à la pharmacie. Fais le test, a-t-elle dit. Pour en avoir le cœur net. J'ai fait 3 tests, tous étaient positifs. Je me suis assise par terre dans la salle de bain de mon nouvel appartement, un minuscule 2 pièces dans un immeuble qui sentait le curry et la vieille moquette, et j'ai fixé les barres roses. Ethan et moi essayions d'avoir un bébé. Pas de manière acharnée, mais nous avions arrêté toute contraception 6 mois plus tôt. Et maintenant, j'étais enceinte, seule, divorcée, avec un ex-mari qui avait choisi sa mère plutôt que moi. Est-ce que tu vas lui dire, a demandé Amanda. Je ne sais pas, j'ai appelé l'avocat Brennan le lendemain. Vous n'êtes pas obligé de lui dire, a dit Brennan, pas avant la naissance du bébé. Ensuite, il y aura les questions de garde et de pension alimentaire à régler. Et si je ne veux pas qu'il s'en occupe? C'est votre choix. Mais il a des droits parentaux. S'il la prend, il peut demander la garde, quels que soient vos souhaits. J'ai raccroché et j'ai pris une décision. Je ne lui dirai rien. Pas encore. Pas tant qu'il serait encore empêtré avec sa mère. Pas tant qu'il serait encore cet homme qui avait besoin d'une permission pour faire des choix. Mon bébé méritait mieux. La grossesse a été difficile. Je travaillais à plein temps chez Hartwell Digital, l'agence de design où j'étais employé depuis 4 ans. Ma superviseure, Karen Hutchkin, 34 ans, diplômée de Cornell et mère de 2 enfants, s'est montrée compréhensive. Prends tes pauses déjeuner. Pars plus tôt si tu en as besoin. On va s'arranger. J'avais des nausées matinales qui duraient toute la journée, les chevilles gonflées et des maux de dos, ce genre d'épuisement qui donne l'impression de se noyer. J'allais au rendez-vous seul. Mon obstétricienne, la docteure Sarah Martinez, 41 ans, formée à Johns Hopkins avec 15 ans d'expérience, était adorable. Vous vous en sortez très bien, disait-elle. Le bébé semble en bonne santé. Tout se passe comme prévu. Merci. Le père est-il impliqué? Non. Elle ne l'a plus jamais demandé. À 20 semaines, j'ai appris que j'attendais un garçon. J'ai pleuré dans la salle d'échographie des larmes de joie, de peur et de bouleversement. Je n'en avais pas encore parlé à mes parents. Ils vivaient en Floride, retraités. On se parlait une fois par mois, mais seulement de choses superficielles. J'ai appelé ma mère ce soir-là. Je suis enceinte, ai-je dit. Quoi? De qui? D'Ethan, mon ex-mari. Vous êtes divorcés. Je ne leur avais jamais raconté toute l'histoire, j'avais trop honte. Oui. On a divorcé il y a 4 mois. Et il t'a mise enceinte? C'est arrivé avant notre rupture. Est-ce qu'il le sait? Non. Silence à l'autre bout du fil. Maman? C'est un sacré pétrin, Chloé. Je sais. Tu as besoin d'argent? Non, ça va. Tu es sûr? Parce que ton père et moi, on peut. Ça va. Vraiment. On a raccroché. Elle n'a pas rappelé. J'ai passé Thanksgiving seul, j'ai commandé taille et j'ai regardé Netflix. Amanda m'a invité pour Noël. Sa famille était bruyante et chaleureuse, et posait trop de questions. C'est pour quand? A demandé sa mère. Février. Et le père? Pas dans le tableau. Des regards compatissants et des sourires de pitié ont suivi. Je suis rentré tôt. Janvier a frappé comme une tempête. J'étais enceinte de 36 semaines et énorme, mal à l'aise et impatiente que ça finisse. La docteure Martinez m'a appelé un lundi matin. Chloé, je suis vraiment désolé. J'ai eu un accident de voiture. Oh mon Dieu. Est-ce que vous allez bien? Ça ira. Poignet cassé, quelques ecchymoses, mais je ne peux pas pratiquer d'accouchement pendant au moins 6 semaines. Mon terme était dans 3 semaines. Qu'est-ce que je fais? Je transfère votre dossier à la docteure Patel. Elle est excellente. Vous serez entre de bonnes mains. La docteure Anita Patel, 38 ans,
de l'école de médecine de Northwestern, 10 ans d'expérience. Je l'ai rencontrée le lendemain. Elle était chaleureuse et professionnelle en parcourant mon dossier. Tout semble parfait, a-t-elle dit. On déclenchera à 39 semaines si vous n'avez pas commencé le travail naturellement d'ici là. J'ai hoché la tête et j'ai essayé de me détendre. 2 semaines plus tard, le travail a commencé. 2h47 du matin, le 12 février. Les contractions m'ont réveillé, régulières, toutes les 5 minutes. J'ai appelé l'hôpital. Venez, a dit l'infirmière. On va vous examiner. J'ai conduit moi-même, personne à appeler, personne pour m'aider. Amanda était à Boston pour une conférence. Mes parents étaient en Floride. J'avais des connaissances et des collègues, mais personne d'assez proche pour être réveillé à 3 heures du matin. Je me suis présenté à l'accueil de la maternité, j'ai été admise et j'ai enfilé une blouse. La docteure Patel n'est pas de garde, elle est en conférence, a expliqué l'infirmière. Mais c'est le docteur Chen qui assure le remplacement. Il est excellent. Le docteur Chen, je n'y ai pas prêté attention. C'est un nom courant. Jusqu'à ce qu'il entre dans ma chambre, baisse son masque, et que je vois le visage d'Ethan. Tu dois pousser, a dit Ethan. Sa voix était calme et professionnelle, mais ses mains tremblaient encore. J'ai poussé. La douleur était indescriptible, comme si j'étais déchiré de l'intérieur. Bien, a-t-il dit. Encore. J'ai poussé à nouveau. Je vois la tête, a dit Linda. Tu te débrouilles très bien, Chloé. Une autre poussée. Encore. Une dernière. Ethan a dit, une grande poussée. J'ai hurlé et j'ai poussé de toutes mes forces. Et puis, le soulagement, la pression a disparu. Un bébé a pleuré. Mon bébé. Ethan le tenait. Mon fils, notre fils. Son visage était mouillé, des larmes mêlées à la sueur. C'est un garçon, a-t-il chuchoté. Linda a coupé le cordon ombilical, l'a enveloppé dans une couverture et l'a posé sur ma poitrine. J'ai baissé les yeux sur ce petit visage, ses cheveux foncés, ses petits poings. Il était parfait. Salut, bébé, ai-je chuchoté. Je suis ta maman. Ethan restait là, figé, à regarder. 2,95 kg, a annoncé Linda. 51 cm, score d'Apgar parfait. Elle a emmené le bébé à la table chauffante pour le nettoyer et l'examiner. Ethan a terminé l'accouchement, a délivré le placenta et m'a recousu. Ses mains étaient plus stables maintenant, la mémoire musculaire prenant le dessus. Quand ce fut fini, quand la pièce fut redevenue calme et que Linda fut partie me chercher de l'eau, Ethan a pris la parole. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'étais épuisé et je saignais. Mon corps avait l'impression d'avoir traversé une guerre. Tu veux vraiment avoir cette conversation maintenant? Tu étais enceinte quand je t'ai remis les papiers. Non, je l'ai découvert 3 jours après ton départ. 3 jours? Sa voix s'est brisée. Chloé, j'avais le droit de savoir. Ah bon? Je l'ai regardé. Est-ce que l'homme qui a choisi sa mère plutôt que moi chaque jour pendant 3 ans avait le droit de savoir? Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri, même si ça tirait sur mes points de suture. Tu veux parler de ce qui est juste? J'ai fait des erreurs. Tu as demandé le divorce parce que ta mère te l'a dit. Parce que j'avais demandé qu'elle arrête de redécorer notre chambre. Ce n'est pas une erreur, Ethan. C'est un choix. Il a tressailli. Alors, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai fait un choix, moi aussi. Mon fils mérite un père qui le choisit, pas un père qui demande la permission à sa mère d'abord. J'aurais été là, a-t-il dit. Tu aurais. Tu aurais fait quoi? Tu serais resté marié avec moi par obligation? Tu m'en aurais voulu de t'avoir piégé? Tu aurais laissé ta mère décider de la façon dont on l'élèverait? Silence. C'est bien ce que je pensais. Linda est revenue avec de l'eau, des biscuits et une couverture chaude. On va vous nettoyer, a-t-elle dit doucement. Ensuite, on vous ramènera le bébé. Elle m'a aidé à aller aux toilettes, à mettre une blouse propre et à me recoucher. Ethan était parti. Je suis resté à l'hôpital 2 jours pour l'observation postpartum standard. Il surveillait les hémorragies, vérifiait mes constantes et s'assurait que je pouvais nourrir le bébé. Je l'ai nommé Oliver James.
James était le prénom de mon père, mais j'aimais surtout la sonorité du nom. Ethan est passé 2 fois. La première fois, je dormais, Linda lui a dit de repasser plus tard. La seconde fois, j'étais en train de nourrir Oliver. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte sans entrer. On peut parler, a-t-il demandé. Pas maintenant. Chloé, s'il te plaît. Je viens d'accoucher. Je suis épuisé. Je saigne. J'essaie de comprendre comment garder un être humain en vie. Cette conversation peut attendre. Il est parti. Le jour de ma sortie, la travailleuse sociale de l'hôpital est passée. Elle s'appelait Patricia Green, 52 ans, avec 25 ans d'expérience. Je voulais voir comment vous alliez, a-t-elle dit. M'assurer que vous avez du soutien à la maison. Ça va aller. Vous êtes mère célibataire? Oui. Avez-vous de la famille, des amis, quelqu'un pour vous aider? Je me débrouillerai. Elle m'a tendu une carte de visite. C'est un groupe de soutien pour les mères célibataires. Elles se réunissent tous les jeudis au centre communautaire. Garde d'enfants gratuite, café et bagel. J'ai pris la carte. Merci. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, aide pour le lait infantile, soutien au logement, ressources en santé mentale, appelez-moi. J'ai hoché la tête, et elle est partie. J'étais en train de ranger les affaires d'Oliver, la petite tenue, la couverture, les tétines quand Ethan est apparu à la porte. Sa mère était avec lui. Helen Chen, 65 ans, une posture impeccable et un sac à main de créateur, me regardait comme si j'avais commis un crime. Parfait. Chloé, a-t-elle dit d'une voix de glace. Ethan m'a parlé de la situation. Du bébé, vous voulez dire? C'est exactement le genre de piège contre lequel je l'avais mis en garde. La température de la pièce a chuté. Dans le couloir, les gens nous regardaient, infirmières, patients, visiteurs. Piège, ai-je répété. Ma voix montait. Je ne lui avais même pas dit que j'étais enceinte. Un timing très pratique, a dit Madame Chen, d'accoucher justement dans l'hôpital où il travaille. Le travail a commencé à 2h47 du matin. Je suis venu à l'hôpital le plus proche. Je ne savais pas qu'il était de garde. Bien sûr que non. Je me suis levé, mes poings tiraient, mais je m'en fichais. Vous voulez savoir ce qui est pratique, ai-je lancé. Le fait que votre fils ait divorcé il y a 8 mois. Qu'il m'ait remis les papiers le lendemain du jour où j'ai demandé que vous arrêtiez de contrôler notre mariage. Vous voulez parler de piège? Parlez de ça. Le visage de Madame Chen est devenu rouge. Et maintenant, il s'intéresse soudainement à la paternité. Où était cette énergie quand il vous choisissait plutôt que moi chaque jour? Je l'ai élevé pour qu'il honore la famille. Vous l'avez élevé pour qu'il ait peur de vous. Des murmures ont parcouru le couloir. Je me suis tourné vers Ethan. Tu veux être un père? Prouve-le. Demande la garde. Sois présent. Mais n'ose pas prétendre que c'est par amour. Ses yeux étaient embués. J'ai fait une erreur. Tu as fait 100 erreurs. Je suis juste celle qui a arrêté de les pardonner. J'ai ajusté Oliver dans mes bras. Il dormait, paisible, ignorant du désastre autour de lui. Oh, et Ethan, ai-je ajouté, Mélissa t'a largué, n'est-ce pas? Son expression l'a confirmé. Bien. Maintenant, tu sais ce qu'on ressent quand on est le second choix de quelqu'un. J'ai attrapé mes papiers de sortie et mon sac. Madame Chen m'a saisi le bras. Tu ne peux pas partir comme ça. J'ai regardé sa main sur moi, puis l'agent de sécurité au bureau des infirmières. Touchez-moi encore une fois et je porte plainte. Elle m'a lâché comme si je l'avais brûlé. Je suis passé devant eux. Linda était au bureau et m'a tendu un dossier. Les instructions de sortie, a-t-elle dit. Les rendez-vous de suivi, les numéros d'urgence. Elle a baissé la voix. Tu t'en sors très bien, Chloé. Ne les laisse pas te faire douter. J'ai hoché la tête, incapable de parler, et j'ai franchi les portes de l'hôpital avec Oliver contre mon cœur. J'ai laissé mon ex-mari debout à côté de la femme qui avait détruit notre mariage, comprenant enfin que certaines choses, une fois brisées, le restent pour toujours. 3 mois plus tard, Oliver avait 12 semaines. Il souriait maintenant, gazouillait et dormait par tranches de 4 heures la nuit. J'avais repris le travail à temps partiel.
Karen avait été incroyablement flexible. Prends ce qu'il te faut, m'avait-elle dit. On va s'arranger. J'avais une garde d'enfants 3 jours par semaine grâce à ma voisine, Madame Rita Alvarez, 68 ans, enseignante retraitée et grand-mère de 7 enfants. Elle gardait Oliver chez elle et me demandait $15 de l'heure. Elle l'aimait comme s'il était le sien. C'est un bon bébé, me disait-elle. Si calme, si doux. Je fonctionnais, je survivais, j'avançais jour après jour. Ethan m'avait contacté 2 fois par l'intermédiaire de son avocate, Maître Michel Santos, 43 ans, spécialiste du droit de la famille et médiatrice agréée. Elle avait envoyé des courriers formels demandant un test de paternité et des accords de garde. J'avais engagé mon propre avocat, Maître Robert Kim, 51 ans, diplômé de Georgetown avec 20 ans d'expérience. Vous n'êtes obligé de rien accepter pour l'instant, a dit Kim. Mais s'il va jusqu'au bout, un tribunal ordonnera un test ADN. Qu'il aille jusqu'au bout. Il le fera, et une fois la paternité établie, il aura des droits. Des visites au minimum, peut-être une garde partagée. Il faudra me passer sur le corps. Chloé, je comprends votre colère, mais la loi favorise l'implication parentale, à moins que vous ne puissiez prouver qu'il est inapte. Sa mère a essayé de m'agresser à l'hôpital devant témoins. Avez-vous porté plainte? Non. Alors, c'est votre parole contre la sienne. J'ai raccroché, me sentant vaincu, mais j'ai continué à vivre, à travailler et à tomber amoureuse de mon fils chaque jour davantage. Un mardi après-midi, j'étais chez le pédiatre pour une visite de routine et les vaccins. Le pédiatre, le docteur James Okafor, 39 ans, formé à Columbia, a examiné Oliver. Il est en pleine forme, a-t-il dit. Sa courbe de poids est excellente, il franchit toutes les étapes de développement. Vous faites un travail remarquable. Merci. Des inquiétudes? Non, il est parfait. Et vous? Comment allez-vous? J'ai hésité. Ça va. Le postpartum peut être difficile, surtout pour les mères célibataires. Si vous vous sentez dépassée, déprimée ou anxieuse, nous avons des ressources. Je vais bien. Vraiment. Il m'a tendu une brochure au cas où. Je l'ai prise et je l'ai jetée dans mon sac. Ce soir-là, Oliver n'arrêtait pas de pleurer. Je l'avais nourri, changé, bercé, j'avais tout essayé. Il a hurlé pendant 3 heures. À 23 heures, j'ai appelé la ligne de garde de la pédiatrie. Amenez-le, a dit l'infirmière. J'ai roulé jusqu'aux urgences. Le docteur Okafor m'y a rejointe. Qu'est-ce qui se passe? Il ne s'arrête pas de pleurer. Je ne sais pas ce qu'il a, il a examiné Oliver, vérifié ses oreilles, sa gorge, son ventre. Otite, a-t-il diagnostiqué. Rien de grave, mais c'est douloureux. On va lui prescrire des antibiotiques. Il ira mieux d'ici un jour ou 2. Le soulagement m'a envahi. Merci. Vous avez bien fait de l'amener. J'ai éclaté en sanglots. Le docteur Okafor m'a tendu des mouchoirs. C'est bon. Tout va bien. Je suis tellement fatigué, ai-je chuchoté. Je sais. Je ne sais pas ce que je fais. Vous vous en sortez très bien. Oliver est en bonne santé et il est aimé. C'est ce qui compte. Je suis rentré avec les antibiotiques et un bébé endormi. Je l'ai mis dans son berceau, je me suis effondré sur mon lit et j'ai envoyé un message à Amanda, je n'en peux plus. Elle a appelé immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté et les pleurs, les urgences, l'épuisement. Viens passer le week-end chez moi, a-t-elle dit. Je vais t'aider. Tu n'es pas obligé. J'en ai envie. Tu n'es pas seule, Chloé. Ce week-end-là, Amanda est descendue de Boston, a gardé Oliver pendant que je prenais une douche, m'a fait à manger et m'a laissé dormir. Tu es une super maman, m'a-t-elle dit. Je n'en ai pas l'impression. C'est justement ça qui fait de toi une bonne mère. Les mauvaises mères ne se demandent pas si elles font bien les choses. 6 mois après sa naissance, Oliver avait 6 mois et il tenait assis, mangeait des purées et riait de tout. L'avocat d'Ethan avait déposé une demande de test de paternité et de garde. Le tribunal a ordonné le test ADN, et les résultats ont confirmé une probabilité de paternité de 99,9%. Sans surprise. Le tribunal a ordonné une médiation.
Je me suis assise en face d'Ethan dans une salle de conférence du cabinet de Maître Michel Santos. Le médiateur, Franck Delgado, 56 ans, médiateur familial agréé et juge à la retraite, présidait la séance. Commençons par ce sur quoi nous sommes d'accord, a dit Delgado. Vous voulez tous les deux ce qu'il y a de mieux pour Oliver. J'ai hoché la tête. Ethan aussi. Monsieur Chen, vous demandez une garde partagée. Une répartition du temps à 50 à 50. Oui, a dit Ethan. Madame Turner, vous vous y opposez. Je ne m'oppose pas à ce qu'il voit Oliver, ai-je dit prudemment. Je m'oppose à une garde partagée avec quelqu'un qui m'a abandonné pendant ma grossesse. Je ne t'ai pas abandonné, a dit Ethan. Je ne savais pas. Parce que tu n'as pas demandé. Parce que tu étais trop occupé à laisser ta mère diriger ta vie. Ce n'est pas juste. Juste? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Tu as divorcé parce que ta mère te l'a dit. Tu as pris chaque décision importante de ta vie en fonction de son approbation. Tu penses vraiment que je vais te confier la moitié de la vie de mon fils alors que tu n'es même pas capable de prendre une décision sans sa permission? Silence. Delgado s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous commencer plus modestement. Des visites supervisées. Quelques heures par semaine. Et on construit à partir de là. Je suis d'accord pour ça, ai-je dit. Ethan a semblé vouloir protester, puis il a acquiescé. D'accord. Nous avons établi un calendrier, 2 heures chaque dimanche, supervisé par un tiers neutre dans un centre de visite familiale. Ce n'était pas ce qu'il voulait, mais c'était un début. La première visite a été gênante. Le centre, Family First Visitation Service, était un bâtiment joyeux avec des jouets et une lumière douce. La superviseure, Maria Gonzalez, 32 ans, diplômée en travail social et spécialisée dans les visites familiales, nous a accueillis. Je serai dans la pièce, a-t-elle expliqué, j'observerai simplement pour m'assurer que tout se passe bien. J'ai tendu Oliver à Ethan. Mon fils semblait confus et a cherché à m'atteindre. Tout va bien, mon grand, ai-je chuchoté. Maman est juste là. Ethan le tenait maladroitement, comme s'il ne savait pas trop comment s'y prendre. Soutiens sa tête, ai-je dit. Il s'est ajusté. Oliver s'est mis à pleurer. Il ne me connaît pas, a dit Ethan, la voix tremblante. Non, ai-je confirmé. Il ne te connaît pas. Je regardais à travers la vitre d'observation. Maria était assise tranquillement dans un coin pendant qu'Ethan essayait d'attirer l'attention d'Oliver. Oliver continuait de pleurer. Après 1 heure, Maria me l'a ramené. Il est un peu dépassé, a-t-elle dit doucement. Ça arrive. On réessayera la semaine prochaine. Semaine après semaine, nous avons essayé. À la 6e semaine, Oliver a arrêté de pleurer quand Ethan le prenait. À la 10e semaine, il lui a souri. À la 15e semaine, il a tendu les bras vers Ethan. J'ai vu cela se produire. J'ai vu mon fils créer un lien avec l'homme qui m'avait brisé le cœur, et je n'ai rien ressenti ni colère, ni jalousie, ni peur, juste de l'acceptation. Ethan était le père d'Oliver, qu'on le veuille ou non, et Oliver méritait de le connaître. 1 an après la naissance, Oliver a eu 1 an. J'ai organisé une petite fête dans mon appartement. Amanda est venue, tout comme Madame Alvarez et quelques collègues. Ethan a demandé s'il pouvait venir, et j'ai dit oui. Il est arrivé avec un cadeau, un jeu de blocs en bois. Éducatif, adapté à son âge, a-t-il précisé. Il va adorer, ai-je répondu. Nous avons échangé quelques banalités polies, distantes. Sa mère n'était pas avec lui. Comment va Hélène, ai-je demandé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle n'a pas changé. Toujours à contrôler ta vie? Il m'a regardé. J'ai déménagé. J'ai écarquillé les yeux. Quoi? Il y a 3 mois. J'ai mon propre appartement. Pourquoi? Parce que tu avais raison. Je l'ai laissé prendre des décisions pour moi, y compris la pire décision que j'ai jamais prise. Divorcer? Oui. Oliver s'est approché en dandinant et a attrapé la jambe d'Ethan. Papa, a-t-il dit pour la première fois. Le visage d'Ethan s'est décomposé. Il a pris Oliver dans ses bras et l'a serré fort. Salut, bonhomme, a-t-il chuchoté.
Je les ai regardés, le père et le fils, et j'ai senti quelque chose changer. Pas du pardon, pas encore, mais peut-être une possibilité. 18 mois après la naissance, Oliver marchait et parlait une petite personne avec ses propres opinions. Ethan et moi étions passés des visites supervisées à un temps de garde non supervisé le week-end. Il venait chercher Oliver chaque samedi matin et le ramenait le dimanche soir. Je passais ces week-ends à dormir, à travailler et à exister sans les exigences constantes d'un petit enfant. Un samedi, Ethan est arrivé en retard. « Désolé », a-t-il dit. « Pneu crevé. »« C'est pas grave. » Oliver a couru vers lui. « Papa. » Ethan l'a soulevé. « Salut, petit homme. Prêt pour notre week-end ? On va aller au parc, je te le promets. » Ils sont partis. Je me suis effondré sur le canapé. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai répondu. « Allô ? Est-ce bien Chloé Turner ?» a demandé une voix de femme. « Oui. Ici l'officier Jennifer Matsuda, de la police de Hartford. Je vous appelle concernant une plainte déposée par Helen Chen. » Mon cœur a raté un bond. « Quoi ? Madame Chen prétend que vous lui refusez l'accès à son petit-fils. Elle demande une vérification au domicile pour s'assurer du bien-être de l'enfant. » Une vérification sur qui ? Sur votre fils, Oliver Chen. Son nom est Oliver Turner. Madame Chen prétend que vous cachez l'enfant à sa famille et que vous refusez de coopérer avec les accords de garde. Elle s'inquiète pour son bien-être. Je ne pouvais plus respirer. C'est un mensonge. J'ai la garde exclusive. Ethan, le docteur Chen, a un droit de visite chaque week-end. Il a Oliver avec lui en ce moment même. Pouvez-vous le vérifier ? Appelez-le. Appelez son avocate. C'est du harcèlement. Je fais simplement mon travail, Madame Turner. Si vous pouvez me donner les coordonnées du docteur Chen, je ferai le suivi. Je lui ai donné le numéro d'Ethan, celui de maître Michel Santos et celui de maître Robert Kim. Merci, a dit l'officier Matsuda. Je vous recontacterai. Elle a raccroché. J'ai appelé Robert Kim immédiatement. Helen Chen a déposé une plainte à la police, ai-je dit, prétendant que je lui refuse l'accès à Oliver. C'est absurde. Est-ce qu'elle peut faire ça ? Elle peut déposer ce qu'elle veut, ça ne veut pas dire que c'est fondé. Je vais contacter l'officier et lui fournir les documents, votre ordonnance de garde et le calendrier de visite d'Ethan. Ce sera classé. Elle essaie de me le prendre ? Elle n'a aucun dossier. Les droits des grands-parents dans le Connecticut sont extrêmement limités. Il faudrait qu'elle prouve que vous êtes inapte, ce qui n'est pas le cas. J'ai raccroché et j'ai appelé Ethan. Est-ce que ta mère a déposé une plainte à la police en disant que je lui cachais Oliver ? Quoi ? Non, je ne pense pas. L'officier Matsuda vient de m'appeler. Ta mère a prétendu que je refusais l'accès à la famille et a demandé un contrôle de police. Silence. Ethan ? Je vais lui parler. Tu vas lui parler ? Elle a fait une fausse déclaration à la police. Je m'en occupe. Comme tu t'es occupé de notre mariage ? J'ai raccroché. 2 heures plus tard, l'officier Matsuda a rappelé. J'ai parlé avec le docteur Chen et les 2 avocats, a-t-elle dit. La plainte a été classée. Madame Chen a reçu un avertissement concernant les fausses déclarations. Je suis désolé pour le dérangement. Merci. Pour ce que ça vaut, a ajouté l'officier Matsuda, vous faites du très bon travail. Votre fils a de la chance de vous avoir. J'ai pleuré après avoir raccroché. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. 2 ans après la naissance, Oliver a eu 2 ans. J'ai organisé une plus grande fête cette fois, un pavillon dans un parc, un château gonflable, des pizzas, des amis et des collègues. Amanda était là avec son petit ami, tout comme Madame Alvarez et toute sa famille. Ethan est venu seul. Ma mère voulait venir, a-t-il dit. Je lui ai dit non. Tant mieux. Elle suit une thérapie pour régler ses problèmes de contrôle. C'est une bonne chose. Vraiment. Elle aimerait rencontrer Oliver un jour. J'ai regardé cet homme, celui qui avait tout détruit et qui reconstruisait lentement. Peut-être un jour, mais pas encore. J'ai besoin de savoir qu'elle ne lui fera pas de mal comme elle m'en a fait. Elle ne le fera pas.
Je te promets que je ne la laisserai pas faire. On verra bien. Oliver est arrivé en courant, couvert de glaçage et de taches d'herbe. Maman, papa, venez jouer. Nous l'avons suivi vers le château gonflable, debout l'un à côté de l'autre pendant que notre fils sautait et riait. Merci, a dit Ethan doucement. Pourquoi? De me laisser être son père. Même après tout. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour lui. Je sais, mais quand même. Merci. Nous sommes restés là en silence. Ce n'était pas confortable, pas tout à fait, mais ce n'était pas hostile non plus. C'était juste deux personnes essayant de faire ce qu'il y a de mieux pour le petit être humain qu'ils avaient créé. 3 ans après la naissance, Oliver a commencé l'école maternelle. Il adorait ça. Il rentrait chaque jour avec des peintures et des histoires. Miss Emma a dit que j'écoutais bien. Je me suis fait un copain, il s'appelle Max. On a appris des choses sur les dinosaures. J'avais obtenu une promotion, designer senior, 78 000 $ par an, assez pour emménager dans un plus grand appartement. 2 chambres, un meilleur quartier. Ethan m'a aidé à déménager et il a porté des cartons, monté les meubles et joué avec Oliver pendant que je déballais. C'est sympa ici, a-t-il dit en regardant le nouveau logement. C'est un vrai foyer. Tu as bien réussi, Chloé. Vraiment bien. Merci. Je suis sérieux. Oliver s'épanouit. Tu t'épanouis. Tu as fait tout ça toute seule. Pas tout à fait. Amanda m'a aidé, tout comme Madame Alvarez, Karen au travail, et mon avocat. Il faut tout un village. N'empêche, tu es incroyable. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de familier. Ne fais pas ça, ai-je dit. Ne fais pas quoi? Ne me regarde pas comme ça. Comme si on pouvait essayer de recommencer. Ce serait si terrible? Oui, parce que tu n'es plus l'homme que j'ai épousé et je ne suis plus la femme dont tu as divorcé. Les gens changent. On a changé, effectivement en des personnes qui sont mieux l'une sans l'autre. Il a hoché la tête et a détourné le regard. On peut être amis, a-t-il demandé. Pour Oliver. Nous sommes amis. Le genre d'amis qui coparentent et respectent les limites de l'autre. Ça suffit comme ça. C'est déjà beaucoup. 5 ans après la naissance, Oliver est entré au jardin d'enfants. Un sac à dos trop grand, un sourire trop éclatant. Ethan et moi l'avons accompagné tous les deux pour son premier jour, nous l'avons emmené jusqu'à sa classe et nous l'avons regardé courir vers le coin lecture sans se retourner. Il grandit, a dit Ethan. Trop vite. Nous sommes restés dans le couloir avec tous les autres parents, certains pleurant, d'autres prenant des photos. J'ai quelque chose à te dire, a dit Ethan. Je t'écoute. Je vois quelqu'un. C'est tout nouveau, mais je voulais que tu le saches avant qu'Oliver ne la rencontre. Je n'ai rien ressenti ni jalousie, ni douleur. C'est super. Je suis contente pour toi. Vraiment? Vraiment. Tu mérites d'être heureux. Toi aussi. Je le suis. Et je le pensais. J'étais heureuse dans ma carrière, dans ma maternité et dans ma vie. Je n'avais pas besoin d'un partenaire pour me compléter, je m'étais accomplie par moi-même. Le mot de la fin, les gens me demandent toujours si je regrette de ne pas avoir dit à Ethan que j'étais enceinte. La réponse est non. Parce que si je lui avais dit, il serait resté par obligation, par devoir. Et notre fils aurait grandi en voyant son père demander la permission de l'aimer. Au lieu de cela, Oliver a un père qu'il a choisi, qui s'est battu pour lui et qui a prouvé qu'il pouvait se tenir debout tout seul. Et il a une mère qui est partie avec sa dignité, qui a construit une vie à partir de rien, et qui lui a montré que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de franchir ses portes seul. Le médecin a baissé son masque, j'ai vu le visage de mon ex-mari, et j'ai appris que les fins ne sont pas toujours des désastres. Parfois, ce sont juste de nouveaux commencements qui avancent masqués.